Imaginez un instant. On demande quelque chose à l'univers, de l'argent par exemple. Et la réponse, elle arrive. Tout de suite. Pas demain, pas dans une semaine. Non, à la seconde même. Le truc, c'est que cette réponse, on passe complètement à côté. On l'ignore, on la balaye d'un revers de la main. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'on attend le gros lot, le virement d'1 million sur le compte. Alors qu'en réalité, la réponse c'était peut-être juste ce numéro de téléphone, griffonné sur un bout de papier par un parfait inconnu. Et c'est là qu'intervient cette citation incroyable de Neville Goddard. Il dit « Le pont des incidents est invisible jusqu'à ce qu'on le traverse ». C'est vraiment la clé de tout. L'idée, c'est que le chemin qui mène à notre but, eh bien, il est fait de tout un tas de petites étapes, des événements qui, sur le moment, ont l'air de n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Ce n'est qu'avec le recul, une fois qu'on a traversé ce pont, que tout s'éclaire. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va voir pourquoi on attend ce fameux miracle qui n'arrive pas. Ensuite, on explorera ce que c'est, ce fameux pont des incidents. Après ça, on verra les 7 grands types de signes à repérer sur notre chemin. Et pour finir, on apprendra comment naviguer dans cet invisible. Allez, on commence avec le premier point, l'attente du miracle. C'est le piège classique en fait. On est tellement focalisé sur la destination finale, le grand miracle, qu'on ne voit même pas le tout premier pas du voyage. Un pas qui est souvent hyper discret, presque banal. Et ça illustre parfaitement le problème. D'un côté, il y a ce qu'on attend. La valise de billets, l'investisseur qui sort de nulle part, le virement de 10 000 $, le gros truc quoi. Et de l'autre, la réalité. Une conversation entendue par hasard, un livre qui nous saute aux yeux dans une boutique, une idée de projet lancée par un ami, des trucs du quotidien. Le décalage est énorme. Et comme la réalité ne ressemble pas à notre film hollywoodien intérieur, eh bien on se dit non, c'est pas ça, et on passe à autre chose. On rate le premier indice. Bon, alors quelle est la solution? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie sur le pont des incidents. Et si on imaginait à l'instant que la sagesse ancienne et la science moderne, loin de s'opposer, étaient en fait comme 2 cartographes de différentes époques, chacun avec ses propres outils, mais dessinant au final la même carte de la réalité. Une carte qui nous montre justement ce fameux pont invisible. Si on se plonge dans l'histoire des idées, on tombe sur des perles. Prenez le concept de Bachert dans la Kabbale, par exemple. C'est une idée assez vertigineuse. Au moment même où on formule une demande, la réponse existe déjà. Elle n'est pas créée sur commande, non. Elle est prédestinée, elle est là en attente. Elle est juste encodée dans un langage différent, le langage des signes. On retrouve une idée similaire, mais avec une autre saveur, dans l'hindouisme avec le concept de lila. Là, l'univers est vu comme une sorte de jeu divin. Ce n'est pas un simple distributeur de souhaits, c'est plutôt un jeu de pistes. Le but n'est pas de donner la récompense toute cuite, mais de fournir une chaîne d'indices. Et c'est en suivant ces indices qu'on se transforme, qu'on grandit, pour devenir la personne apte à recevoir ce qu'on a demandé. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas juste une vieille croyance mystique, c'est un véritable fil rouge qui traverse l'histoire. On part de la sagesse ancienne, comme avec Bachert et Lila, puis on arrive au XXe siècle. Et là, c'est le grand psychologue Carl Jung qui formalise ça avec son concept de synchronicité. Et aujourd'hui, eh bien, même la physique moderne, avec l'intritation quantique, commence à nous donner des clés pour comprendre cette interconnexion profonde. Des langages différents, oui, mais une idée fondamentale qui persiste. L'histoire la plus connue pour illustrer ça, c'est celle de Carl Jung et du scarabée. Imaginez la scène. Une de ses patientes est en train de lui raconter un rêve marquant qu'elle a fait. Un rêve avec un scarabée doré. Et pile à ce moment-là, toc toc toc, quelque chose frappe à la fenêtre. Jung se lève, ouvre, et qu'est-ce qu'il trouve? Un coléoptère, très similaire à un scarabée, une espèce rarissime dans cette région d'Europe. Pour lui, ce n'est pas un hasard. C'est ça, la synchronicité. Un pont parfait entre le monde intérieur du rêve et le monde extérieur de la réalité. Ok, la carte est dessinée, le concept est posé. Maintenant, la question c'est comment on fait, concrètement? Comment on lit ces fameux panneaux sur le chemin? On va se pencher sur 7 des signes les plus fréquents que le champ quantique utilise pour nous guider. On va donc voir 7 types de signaux, 7 schémas qui reviennent souvent et qui sont comme des petites lumières qui s'allument pour dire « ça y est, le processus est enclenché ». Ce sont, en quelque sorte, les toutes premières pierres de ce fameux pont invisible. Le premier signe est sans doute le plus célèbre, les nombres qui se répètent. 1111, 222, 444, on les voit partout. Attention ici, on ne parle pas de numérologie ou de magie. L'analogie la plus simple, c'est celle de la radio. Quand on cherche une station, ça grésille, et puis d'un coup, le son est net. Voir ces nombres, c'est un peu comme ça. C'est comme si l'univers nous disait « Ok, tu es sur la bonne fréquence, ton attention est alignée, continue ». Prenons l'exemple d'Anna. Ça illustre parfaitement le mécanisme. Pendant des mois, elle se concentre sur son projet d'entreprise, mais rien ne bouge. En parallèle, elle voit des nombres répétitifs partout, mais elle n'y prête pas attention, elle se dit que c'est une coïncidence. Et puis un jour, elle décide de changer d'approche.
Chaque fois qu'elle voit un de ces nombres, elle prend juste une seconde pour le reconnaître, pour se dire « Ok, message reçu ». Et là, c'est incroyable. 2 semaines plus tard, un investisseur sort de nulle part. 3 mois après, son entreprise était sur les rails. Le deuxième signe est vraiment fascinant, les conversations qu'on surprend. C'est une idée un peu folle, mais si on y pense, le champ quantique n'a pas de bouche pour parler. Alors comment il fait? Il emprunte la voix des gens autour de nous. On est là, bloqué sur une question, et soudain, à la table d'à côté au café, on entend la phrase exacte qui nous débloque. Ce ne sont pas juste des hasards, ce sont des messages, livrés par des messagers qui ne savent même pas qu'ils sont en mission. L'histoire de Dmitri est un cas d'école. Il détestait son travail, il voulait partir, mais il était complètement tétanisé par la peur. Un jour, il est dans un ascenseur bondé, perdu dans ses pensées, et il entend un homme, au téléphone, dire cette phrase. « La plus grande erreur est de rester là où ton âme n'est plus. » La phrase ne lui était pas destinée, bien sûr, mais pour Dmitri, c'était une évidence. C'était son signal. Ça lui a donné le courage dont il avait besoin. Il a démissionné et sa vie a pris un tout autre tournant. Et il y en a d'autres, bien sûr. Le troisième signe, c'est de trouver des objets dans des endroits complètement inattendus. Le quatrième, ce sont des rêves qui donnent des indices très précis. Le cinquième, celui-là est très subtil, ce sont les plans qui tombent à l'eau, les détours forcés. Le sixième, ce sont les offres d'aide qui arrivent comme par magie. Et enfin, le septième, un sentiment soudain et profond de calme. Et attardons-nous sur quelques-uns de ces signes, car ils sont souvent mal interprétés. Les plans contrariés, par exemple. On voit ça comme un échec, une porte qui se ferme. Mais souvent, c'est juste une redirection vers un chemin bien meilleur, bien plus direct. Les offres d'aide, ce n'est pas juste de la chance, c'est le champ qui utilise les autres comme des instruments pour nous aider. Et puis ce calme soudain, celui-là c'est peut-être le plus puissant de tous. C'est comme si notre subconscient nous envoyait un mémo. C'est bon, j'ai validé la commande, la nouvelle réalité est en cours de traitement. On arrive à la dernière partie. Maintenant qu'on sait lire la carte et reconnaître les panneaux, comment on navigue dans cet invisible au quotidien? On va voir quelle est la boussole à utiliser. Et surtout, quel est le seul et unique rocher qui peut faire échouer tout le voyage. Et ce fameux rocher, cet obstacle, il n'y en a qu'un seul en réalité, c'est le doute. C'est tout. Quand on voit un signe et que notre premier réflexe est de se dire « bof, c'est juste une coïncidence », c'est comme si on renvoyait le message à l'expéditeur en disant « non, pas assez bien, réessaye ». On coupe la communication. Le doute, c'est l'interférence qui brouille le signal. Alors, comment on lutte contre ce doute? Avec une pratique simple, une sorte de dialogue quotidien avec le champ. C'est en 3 temps. Le matin, on pose une intention claire, on demande à voir un signe dans la journée, un signe que notre désir est en chemin. Deuxième étape, la journée, on vit sa vie normalement mais on garde une sorte d'antenne levée, on reste attentif et si un signe apparaît, on le reconnaît, sans suranalyser. Et enfin, le soir avant de dormir, on prend 30 secondes pour noter le signe qu'on a reçu et juste remercier. C'est tout. Mais cette simple boucle crée un dialogue, une habitude. Finalement, tout se résume à ça. La question n'est pas de savoir si l'univers nous répond. La réponse est oui, il répond tout le temps. La vraie question c'est, est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on est prêt à accepter une réponse qui ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé? Le chemin se révèle à chaque instant. Est-ce qu'on regarde les signes?